Il m'a tendu le verre avec un sourire que je n'avais pas vu depuis des années, large, authentique, ou du moins feignant de l'être. L'appartement de l'avenue des Champs-Élysées, que j'ai acheté après l'envolée de Technovision en bourse, semblait trop petit pour nous deux. La tension dans l'air était presque palpable. « Ah, mon fils, le nouveau prince couronné de ce monde pourri », dit mon père en levant son verre de whisky de 12 ans d'âge. La pièce était faiblement éclairée, seulement par la lampe, design dans le coin et les lumières de la ville qui pénétraient par les larges fenêtres. Sa voix avait une chaleur étrange, presque répétée. J'ai accepté le verre avec un sourire sans enthousiasme, et j'ai hoché la tête. Nous ne nous parlions plus depuis des mois, pas vraiment, et cette visite soudaine ressemblait plus à une embuscade qu'à une célébration. Je l'ai observé un instant. Gérard Lambert, un homme qui a bâti et détruit des fortunes avec la même facilité qu'il respirait. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas à cause de l'âge, mais de l'anticipation. Il y avait quelque chose de calculé dans ses yeux. Mon estomac se noua. « Tu ne m'as même pas prévenu que tu venais », ai-je commenté, essayant de paraître décontracté. La Rolex à mon poignet indiquait 22h17. Une heure étrange pour une visite, surtout de la part de quelqu'un qui m'appelait à peine pour mes anniversaires. Certaines choses ne peuvent pas attendre, Adrien. Ton succès en est une. Il sourit, de nouveau, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. J'ai levé mon verre, mais lorsqu'il s'est retourné pour allumer une cigarette de sa main libre, cet éternel Marlboro rouge, j'ai fait un échange rapide et silencieux. Mon verre, contre le sien. Des années de réunions d'entreprise m'avaient appris la prestidigitation sous de nombreuses formes. Il n'a rien remarqué. Ou peut-être qu'il a remarqué et a laissé faire. Ton grand-père adorait ce whisky, commenta-t-il en regardant le liquide ambré. Nous en buvions ensemble lorsque nous concluions des affaires importantes. Tu ne m'as jamais raconté ça, ai-je répondu, gardant mon verre près de moi, intact. Il prit une longue gorgée. Je n'ai pas bu. J'ai gardé le mien près de moi sans y toucher. L'odeur de la cigarette imprégnait l'air, se mêlant à l'arôme boisé du whisky. « Fier de toi », dit-il, ses yeux rencontrant les miens. Un instant, j'y ai cru. Je voulais y croire, mais quelque chose dans sa façon de le dire, le moment, me laissait inquiet. « Technovision n'est rien comparé à ce que tu as bâti, » ai-je poursuivi, pour le tester. J'ai simplement transformé une idée en réalité. Ah, mais quelle idée, n'est-ce pas? Il prit une autre gorgée plus grande cette fois. Révolutionner la façon dont les entreprises gèrent leurs données. Tu as toujours été trop intelligent pour ton propre bien. L'appartement était silencieux. Dehors, Paris pulsait comme toujours, indifférente au petit drame qui se jouait au 27e étage. Un hélicoptère passa au loin, ses lumières clignotant, contre le ciel sombre. « Ta mère serait fière, dit-il, mais sa voix flancha légèrement. Maman morte dans cet étrange accident il y a 7 ans. J'ai dégluti difficilement. Il s'approcha de la fenêtre, regarda la ville en contrebas. Tu sais, Adrien, j'ai toujours su que tu irais loin. Depuis tout petit, quand tu démontais ces ordinateurs dans le garage de Neuilly. Je souris faiblement, me souvenant de cette époque, avant les disputes, avant le silence, avant que tout ne s'effondre. Trinquons à nouveau, suggéra-t-il en se retournant. Je remarquai que son front commençait à luire de sueur. À l'avenir. À l'avenir, ai-je répété sans boire. C'est alors que le tic-tac commença. Non pas celui d'une horloge. Il n'y avait pas d'horloge murale dans l'appartement, mais quelque chose de plus subtil. Le rythme de sa respiration qui changeait. Un léger tremblement dans ses mains. Une goutte de sueur coulant sur sa tempe. Je regardais la bouteille de whisky sur la table basse. Chère, très chère. Cadeau d'un client important, jamais ouverte, jusqu'à aujourd'hui. J'avais servi les verres devant lui. Mais avant, quand j'étais allé chercher des glaçons dans la cuisine, il était resté seul avec les verres pendant quelques secondes. « Tu as l'air fatigué ?» ai-je commenté, l'observant attentivement. « Je vais bien », répondit-il trop vite. « C'est juste l'âge qui arrive. » Mais ce n'était pas seulement l'âge. Quelque chose n'allait pas. Et pour la première fois, cette nuit-là, je sentis un frisson de peur réel. Non pas pour moi, mais pour ce qui aurait pu arriver si je n'avais pas échangé les verres.
Il chancela légèrement, s'appuyant sur le canapé en cuir italien. « Cet appartement, murmura-t-il, digne d'un prince, vraiment. »« Papa, ai-je appelé, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Qu'as-tu mis dans le verre ?» Ah, ses yeux croisèrent les miens, un mélange de surprise et de quelque chose de plus sombre. Le tic-tac continuait, maintenant plus fort. C'était le son du temps qui s'épuisait. Le silence entre nous s'épaissit après le toast. Nous étions assis dans le luxe froid de mon appartement, entourés de verres, d'acier et de souvenirs inconfortables. Dehors, la pluie se mit à tomber sur Paris, les gouttes frappant les fenêtres comme des doigts impatients. Mon père s'agita dans son fauteuil, se leva, se rassit. La sueur sur son front était maintenant impossible à ignorer. « Il y a un problème avec la climatisation ?» demanda-t-il, desserrant sa cravate bleu marine. Toujours impeccable même, pour une visite surprise, typique du vieux Gérard. « Elle fonctionne parfaitement », ai-je répondu, observant chacun de ses mouvements. Je sortis discrètement mon portable de ma poche, le mis en mode silencieux. J'en aurais peut-être bientôt besoin. Il tenta de se relever, mais ses jambes ne semblaient pas obéir complètement. Ses mains tremblaient, maintenant, pas seulement, ses doigts. Il regarda le verre vide dans sa main comme s'il contenait un terrible secret. « Tu as mis quelque chose dans mon verre ?» demanda-t-il, sa voix presque inaudible. Ses yeux passèrent du verre dans sa main au mien, encore plein. Je ne répondis pas immédiatement. Sa respiration était irrégulière maintenant, chaque inspiration plus forte que la précédente. Je crois que la question est « Qu'as-tu mis dans mon verre, papa ?» Ma voix sortit plus calme que je ne me sentais. Il se leva brusquement, faisant tomber le verre. Il se brisa sur le parquet noble, le peu de liquide restant s'étalant comme une confession. Le bruit résonna dans l'appartement vide, brisant momentanément le son de la pluie. « J'ai besoin d'eau », murmura-t-il en titubant vers la cuisine américaine. Je ne le suivis pas. J'observais simplement tandis qu'il trébuchait, s'appuyant sur chaque surface disponible. Il atteignit enfin l'évier, où il ouvrit difficilement le robinet et but l'eau directement, comme un homme perdu dans le désert. « Pourquoi ?» balbutia-t-il en se tournant vers moi. Son visage était pâle maintenant, les yeux injectés de sang. Il tenta de faire un pas dans ma direction, mais ses jambes cédèrent. Il tomba lourdement contre l'îlot en marbre, glissant jusqu'au sol. Je restai assis. 16 minutes s'étaient écoulées depuis le toast. J'avais compté sur ma Rolex. Ma gorge était sèche, non pas de soif, mais d'incrédulité. Avait-il vraiment essayé de m'empoisonner? Et maintenant il était là, tremblant violemment, les yeux écarquillés de panique et de trahison. « Au secours !» chuchota-t-il, le mot presque inaudible. Je me levai lentement, allai dans la cuisine et pris mon portable. Je composai le numéro d'urgence. « J'ai besoin d'une ambulance », dis-je calmement quand on me répondit. « Avenue des Champs-Élysées, 1578, appartement 2701. Empoisonnement possible. » Je raccrochai et le regardai. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo au bois de Boulogne quand j'avais 6 ans. Le même qui avait jeté tous mes projets de robotique à la poubelle quand j'en avais 12, en disant que « un homme, un vrai, reprend les affaires de la famille. »« Qu'as-tu utilisé ?» demandai-je en m'accroupissant à une distance de sécurité. « Mieux vaut me le dire pour que les médecins puissent t'aider. » Il me regarda avec des yeux vitreux, les pupilles dilatées. Non, ça ne devait pas se passer comme ça. Comment ça devait se passer alors? Moi, mort sur le sol de ma propre maison? Une overdose mystérieuse du jeune entrepreneur de l'année? Un spasme parcourut son corps. Il haleta, cherchant de l'air. La sueur trempait maintenant sa chemise coûteuse. « Atropine », murmura-t-il finalement. « Belladone ». Je hochai la tête. C'était logique, difficile à détecter si l'on ne savait pas quoi chercher. Provoquait une défaillance multiviscérale. Une mort douloureuse mais qui pourrait facilement être confondue avec une crise cardiaque chez un homme stressé. « Pourquoi ?» répétai-je, la question, ma voix plus ferme cette fois. Il ne répondit pas. Ses yeux se fermèrent un instant puis se rouvrirent, flous. Je me demandais si je devais l'aider d'une manière ou d'une autre avant l'arrivée des secouristes. Lui donner de l'eau? Le faire vomir? Mais je ne bougeais pas. « Tu vas tout perdre » chuchota-t-il soudainement.
Tu ne sais même pas ce que tu as fait. Je fronçai les sourcils. Ce que j'ai fait, c'est moi qui essaie de tuer quelqu'un ici. L'entreprise, ta précieuse Technovision. Il toussa, un son sec et rauque, construite sur du sable. L'interphone sonna. L'ambulance était arrivée. Je me levai pour répondre, autorisant la montée. Quand je me retournai vers mon père, il essayait de ramper, de s'éloigner vers la porte comme s'il pouvait s'échapper. « Personne ne te croira, » dit-il, la voix un peu plus forte maintenant, mue par le désespoir. « On croira que c'est toi qui m'as fait ça. » Peut-être qu'il avait raison. Le fils qui a réussi, fatigué de vivre dans l'ombre du père autoritaire. Un cliché aussi vieux que le monde. Je pourrais simplement ne pas mentionner l'échange des verres. Dire qu'il s'est senti mal après avoir bu. Personne ne se poserait de questions. La sonnette retentit. Les secouristes. « Adrien », appela-t-il alors que je me dirigeais vers la porte. « Tu es comme moi. » Je m'arrêtai une seconde, ces mots me frappant comme un coup de poing à l'estomac. Puis je continuai à marcher, j'ouvris la porte aux hommes en uniforme. « Par ici », indiquai-je, montrant la cuisine où mon père gisait. Il a dit que c'est de la belladone. Les secouristes se précipitèrent pour s'occuper de lui, vérifiant les signes vitaux, plaçant un masque à oxygène. Ils me demandèrent ce qui s'était passé. « Nous buvions », répondis-je, sans mentir. Il s'est senti mal soudainement. L'un d'eux fronça les sourcils. « Belladone, vous êtes sûr ?» C'est ce qu'il a dit. Ils échangèrent des regards inquiets et commencèrent à préparer une civière. Pendant qu'ils travaillaient, je pris mon verre encore plein de whisky et le posai discrètement sur la table, une preuve. La preuve que quelque chose n'allait pas. Mais aussi la preuve que je savais que je n'avais pas bu. J'observais pendant qu'ils emportèrent mon père hors de l'appartement, un tube dans la gorge, des moniteurs bipant. À la porte, il ouvrit les yeux une dernière fois et me fixa. Il n'y avait plus de calcul dans ce regard. Juste de la peur pure, primitive, et peut-être, tout au fond, une trace de respect réticent. Je me suis précipité vers l'hôpital, non par instinct, mais par obligation. L'hôpital américain de Paris était à moins de 10 minutes de mon appartement, mais le trajet me parut une éternité. J'arrivais aux urgences trempé par la pluie, qui tombait à verse maintenant, comme si Paris voulait aussi laver ses péchés cette nuit-là. « Je suis le fils du patient Gérard Lambert », dis-je à la réceptionniste. On l'a amené en ambulance. Empoisonnement possible. Elle tapa quelque chose sur son ordinateur, hocha la tête et me demanda d'attendre. Je m'assis sur une des chaises de la salle d'attente, essayant d'ignorer l'odeur de désinfectant et de peur qui imprégnait les lieux. La télévision diffusait un programme quelconque, sans le son. Des gens chuchotaient dans les coins. Un enfant pleurait au loin. 2 heures s'écoulèrent avant qu'un médecin n'apparaisse, l'air grave. « Monsieur Marchand ?» appela-t-il, utilisant mon nom de famille maternelle. J'avais toujours préféré utiliser le nom de ma mère, surtout après avoir fondé Technovision. C'était une petite rébellion contre l'héritage de mon père. Je me levai. « Comment va-t-il ?»« Stable, pour le moment, » répondit le médecin, un homme d'âge mûr aux cernes profonds. Docteur Martin, selon son badge. Mais je ne vais pas vous mentir, c'était de justesse. Un autre type d'empoisonnement, je n'aurais su que dire, mais l'atropine a un antidote spécifique. S'il était arrivé 15 minutes plus tard, j'acquiesçais, absorbant l'information. 15 minutes. Le temps d'un café, d'une chanson, d'une vie sauvée ou perdue. Est-il conscient? Il a des moments de lucidité. Nous avons réussi à stabiliser son rythme cardiaque et sa tension, mais il est encore confus. Nous allons le garder en observation intensive pendant moins 48 heures. Je peux le voir? Le médecin hésita. 5 minutes, pas plus. Et, Monsieur Marchand, la police voudra vous parler à tous les deux. Un empoisonnement à l'atropine, ce n'est pas exactement courant. Bien sûr que non. Mon père avait toujours eu accès aux meilleurs produits, légaux ou non. À l'âge d'or de son entreprise, pharmaceutique, avant de tout perdre dans de mauvais paris boursiers, il connaissait chaque substance chimique par son nom et son effet. Je suivis des couloirs brillants jusqu'à l'unité de soins intensifs. Gérard était branché à des machines,
des tubes sortant de son nez et de ses bras. Il paraissait plus petit, comme si la maladie avait comprimé sa présence toujours imposante. Ses yeux étaient fermés, mais ils s'ouvrirent quand je m'approchais. « Toi » murmura-t-il, la voix rauque à cause du tube qui avait été retiré de sa gorge. « Trop malin. Toujours. » Je tirai une chaise et m'assis près du lit, gardant une distance de sécurité. Non par peur, mais par prudence. L'homme avait tenté de me tuer quelques heures plus tôt. « Pourquoi, papa ?» demandai-je, assez bas pour que lui seul entende. « Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Il essaya de rire, mais le son sortit comme un croassement douloureux. Ses lèvres étaient gercées, ses yeux injectés de sang. « Ce n'était pas censé être toi. » Les mots me donnèrent un frisson dans le dos. Je me penchai plus près, essayant de comprendre. « Que veux-tu dire par là ?»« Tu n'aurais jamais dû le découvrir, » continua-t-il, chaque mot semblant lui coûter un effort immense. « Ces dossiers, sur ton serveur. » Mon cœur s'accéléra. 3 jours plus tôt, notre équipe de sécurité avait identifié une intrusion dans les serveurs principaux de Technovision. Quelqu'un avait accédé à des documents confidentiels, y compris le code source de notre nouveau système d'intelligence artificielle. À l'époque, nous pensions à de l'espionnage industriel. Maintenant, c'est toi qui as piraté notre système ? Demandai-je, incrédule. Il ne répondit pas directement, détournant simplement le regard vers la fenêtre, où les lumières de la ville brillaient dans l'obscurité. « Il n'y a pas d'héritage, » chuchota-t-il. « J'ai tout pris, tout l'argent. Tu allais le découvrir. Et toi, tu es devenu trop puissant. » Je reculai légèrement. Mon cœur battait fort contre mes côtes. Ce n'était pas seulement une trahison familiale, c'était quelque chose de plus profond. Un homme qui préférait voir son fils mort plutôt que d'être éclipsé par lui. Soudain, je vis toute notre histoire à travers une nouvelle lentille empoisonnée. « L'argent de maman » murmurai-je, les pièces du puzzle s'assemblant. « Son assurance vie. Tu avais dit que tu l'avais investi pour moi, pour quand je serai plus grand. »« Gaspillé » admit-il, une larme s'échappant du coin de son œil. « Tout gaspillé, pari, femme, en essayant de récupérer ce que j'avais perdu. Et maintenant, tu as essayé de me tuer parce que j'allais le découvrir ?» Il ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il y avait une lueur, différente en eux. Pas du regret, mais une sorte de soulagement résigné, comme quelqu'un qui abandonne enfin un fardeau trop lourd. « Le système de Technovision, » dit-il, la voix un peu plus forte maintenant. « Il a trouvé des connexions entre ton entreprise et mes comptes offshore. L'argent détourné du fonds de ta mère. Les prêts que j'ai contractés en ton nom quand tu étais mineur. » Je sentis un vide dans mon estomac. Notre nouvelle IA avait été conçue pour trouver des schémas dans les transactions financières, aidant les entreprises à identifier les fraudes. Nous étions sur le point de la lancer sur le marché après des années de développement. « Combien ?» demandai-je, la voix tremblante. « Combien m'as-tu volé ?»« Tout », répondit-il simplement. « Chaque centime que ta mère a laissé, plus les prêts, plus ce que j'ai pris de ton entreprise quand tu débutais. Ces investisseurs providentiels qui se sont soudainement désistés, c'était moi. Je les ai payés pour qu'ils partent. » Ma tête tournait. Les nuits où j'avais dormi au bureau parce que je n'avais pas d'argent pour le loyer. Les années à manger des nouilles instantanées pour économiser chaque centime et réinvestir dans l'entreprise. La carte de crédit refusée devant des clients importants. Tout ça à cause de lui. « Et maman ?» demandai-je, craignant la réponse. « Son accident ?» Il détourna à nouveau le regard, et ce fut une réponse suffisante. Je sentis la pile monter dans ma gorge. « Tu es un monstre » chuchotai-je. « Je suis ton père » répondit-il comme si cela expliquait tout. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour garder le contrôle. Tu devenais trop indépendant, trop fort. » Une infirmière apparut à la porte, signalant que mon temps était écoulé. Je me levai, les jambes flageolantes, l'esprit submergé de trop de révélations à traiter d'un seul coup. « Adrien » m'appela mon père alors que j'étais presque à la porte. « Ils vont t'enquêter. La police. Si tu parles, tout éclatera au grand jour. Ton entreprise, ta réputation. » Je compris la menace voilée.
Si je le dénonçais, pour l'empoisonnement, il révélerait tout sur les fonds détournés, les prêts frauduleux, peut-être même la mort de ma mère. Un scandale qui pourrait détruire tout ce que j'avais construit. « Repose-toi, papa », répondis-je ressentant un étrange détachement. « On se parle demain. » Je sortis de la chambre sans me retourner, portant le poids de secrets que je n'avais jamais demandé à connaître. Dans le couloir, je m'appuyais contre le mur froid et fermais les yeux. La pluie tombait toujours dehors, implacable, comme les vérités qui inondèrent maintenant mon esprit. La pluie avait cessé quand je quittais l'hôpital, mais le ciel restait chargé comme s'il hésitait à pardonner à la ville ses péchés. Je conduisis sans but dans les rues mouillées de Paris, le pare-brise embué reflétant les lumières des lampadaires comme des taches d'aquarelle. Je ne pouvais pas retourner à l'appartement. Pas après ce qui s'y était passé. J'ai fini au belvédère du parc de Saint-Cloud, un endroit où ma mère m'emmenait quand j'étais petit. Je m'assis sur un banc humide, observant le paysage urbain qui s'étendait à perte de vue. Il était 3 heures du matin. La ville dormait ou faisait semblant. Mon esprit tournait, traçant des lignes entre des souvenirs que j'avais essayé d'oublier. Les punitions, le silence, les disparitions étranges de fonds quand j'ai démarré mon entreprise, l'accident mystérieux de ma mère. Tout commençait à s'aligner comme un puzzle macabre. Je me souvins d'Hélène, ma mère, avec son sourire doux et ses mains toujours occupées. Comment elle protégeait ses cahiers de recettes comme des trésors, surtout celui à la couverture verte où elle écrivait ses pensées les plus intimes. Nous n'avons jamais retrouvé ce cahier après l'accident. Mon père a dit qu'il avait probablement été perdu dans l'incendie qui a consumé la voiture. L'accident s'est produit sur l'autoroute A13. Un jour de pluie, comme aujourd'hui. Des 5 croisants, freins qui lâchent, une voiture qui fait des tonneaux et prend feu. Si pratique, si propre. Personne ne s'est posé de questions. Je venais d'entrer à Polytechnique, contre la volonté de mon père qui voulait me voir gérer son entreprise pharmaceutique. Maman m'avait soutenu en secret, y compris avec de l'argent pour les livres. Mon portable vibra dans ma poche. Un message de Julie, mon associée chez Technovision. On a découvert plus de choses sur l'intrusion. Il faut qu'on se parle d'urgence. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Je devais d'abord mettre de l'ordre dans mes pensées. Je fermais les yeux, laissant les souvenirs revenir. Le premier prêt que j'ai contracté pour lancer l'entreprise. Comment la banque l'avait approuvé sans trop de questions, même si j'étais si jeune et sans antécédent de crédit. Maintenant, c'était logique. Mon père avait probablement utilisé mon nom, mes papiers. Le directeur de la banque était son ami de longue date, Monsieur Dubois. À l'époque, j'avais pensé que c'était de la chance. Maintenant, je voyais ça comme de la manipulation. Et puis, quand j'ai eu mes premiers clients importants, comment ils ont disparu soudainement, un par un. Je me souviens d'Édouard Mendonça, propriétaire de la plus grande chaîne de supermarchés du pays, enthousiasmé par notre technologie, faisant des plans pour une mise en œuvre complète. Une semaine plus tard, un email froid annulant tout. À l'époque, j'avais attribué cela à l'inexpérience de mon équipe, à notre jeunesse. J'ai licencié des gens, j'ai refait des stratégies, j'ai passé des nuits blanches à essayer de comprendre où nous avions échoué. Nous n'avions pas échoué. C'était lui. Toujours lui. Le ciel commença à s'éclaircir, les premiers rayons de soleil perçant la brume qui flottait sur la ville. Je me levai, les muscles endoloris par la nuit passée sur le banc dur. Je marchai jusqu'à ma voiture, décidé à affronter une autre partie de mon passé. Je conduisis jusqu'à Neuilly, jusqu'à la maison où j'avais grandi. Elle appartenait toujours à mon père, bien qu'elle soit vide depuis des années. Il refusait de la vendre même dans ses pires crises financières. Maintenant, je savais pourquoi. C'était le dernier lien avec maman, avec ce qu'il avait fait. J'utilisais la clé que je n'avais jamais eu le courage de rendre. La maison sentait le moisi et l'abandon. Des meubles recouverts de draps blancs ressemblaient à des fantômes figés dans le temps. Je marchais dans les couloirs, mes pas résonnant sur le vieux parquet. Chaque pièce gardait un souvenir. Le dîner de mon 12e anniversaire, quand il a jeté le gâteau par terre parce que je trouvais que le goût était étrange. Le salon où il a crié sur maman pendant des heures parce qu'elle avait acheté une nouvelle robe sans sa permission. La chambre où je m'étais enfermé à 16 ans, jurant de ne plus jamais lui parler après qu'il eut déchiré mes projets de science. Je m'arrêtais devant son bureau,
La porte était verrouillée, mais je savais où la clé était cachée. Derrière le portrait de famille dans le couloir, une photo où nous sourions tous comme si nous étions heureux. Ironique. Le bureau était exactement comme dans mes souvenirs. Bibliothèque jusqu'au plafond, bureau en chêne massif, le vieil ordinateur qu'il refusait de remplacer. Je m'assis sur la chaise en cuir usé et allumai l'ordinateur. Étonnamment, il fonctionnait encore. Le mot de passe fut facile. Mon anniversaire suivi de celui de maman. Toujours le même, d'aussi loin que je me souvienne. Un homme d'habitude, mon père. Les fichiers étaient organisés avec la précision militaire qu'il admirait tant. Des dossiers nommés par année, par projet, par personne. J'en trouvais un à mon nom. À l'intérieur des sous-dossiers, éducation, santé, finances, technovision. Je cliquais sur le dernier. Des dizaines de documents apparurent. Contrats, emails, preuves de virement. Il avait tout documenté méticuleusement. Chaque ingérence, chaque sabotage, chaque centime volé. Il y avait même des rapports d'enquêteurs privés qui me suivaient, enregistrant mes mouvements, mes rencontres, mes vulnérabilités. Un fichier attira mon attention. Contingence adrien.pdf. Je l'ouvris avec des mains tremblantes. C'était un plan détaillé pour me détruire si je découvrais ce qu'il avait fait. Il comprenait tout, de la manipulation des médias avec de fausses histoires de fraude chez Technovision à des preuves fabriquées, me liant à des schémas de blanchiment d'argent. À la fin du document, un court paragraphe. En dernier ressort, l'élimination physique doit paraître accidentelle ou autodestructrice. La méthode préférentielle est l'induction d'un arrêt cardiaque par atropine, voire annexe C pour le dosage et l'administration. L'historique de stress et d'épuisement déjà établi dans les médias via les articles placés dans Le Monde et Le Figaro servira de justification plausible. Mon estomac se retourna. Non seulement il avait prévu de me tuer, mais il préparait le terrain depuis des mois. Ces articles sur les jeunes entrepreneurs au bord de l'effondrement par surmenage. Les mentions fortuites de ma routine épuisante dans les interviews. Les questions sur ma santé mentale dans les podcasts d'affaires. Je copiais tous les fichiers sur une clé USB que j'avais dans mon portefeuille. Preuve, protection, pouvoir, peut-être. Quand je sortis de la maison, le soleil était déjà haut. Je jetai un dernier regard à la façade jaunie, au jardin où j'avais joué un jour sans connaître le monstre qui vivait sous le même toit. Mon portable vibra de nouveau. Julie, insistante. Maintenant, j'étais prêt à répondre. Je montais, en voiture et retournais à l'hôpital. Le sort de mon père reposait désormais entre mes mains, dans les choix que je ferais dans les prochaines minutes. L'ironie ne m'échappa pas. Je contrôlais son avenir, tout comme il avait tenté de contrôler le mien. Les médecins étaient arrivés plus vite que je ne l'avais prévu. Quand j'entrais dans l'hôpital, le hall était en effervescence. Des infirmiers couraient, un code bleu fut annoncé par les haut-parleurs. Je restais immobile, observant le chaos organisé de l'hôpital américain en pleine action. Une infirmière me reconnut de la veille. « Votre père a eu un arrêt cardiaque », informa-t-elle sans détour. « Ils essaient de le réanimer maintenant. » J'acquiesçais mécaniquement. Une partie de moi voulait courir vers la chambre, voir ce qui se passait. Une autre partie, celle qui avait passé la nuit à découvrir l'étendue de sa trahison, resta immobile, comme enracinée dans le sol poli de l'hôpital. « Vous voulez attendre dans la salle réservée aux familles ?» offrit l'infirmière, avec cette gentillesse professionnelle de celle qui a vu beaucoup de morts. « Je vais rester ici, » répondis-je, m'adossant à un pilier. Je sortis la clé USB de ma poche et la regardai dans la paume de ma main. Si petite pour porter un tel poids. 15 minutes plus tard, le docteur Martin apparut, portant encore sa tenue de bloc. Son visage était grave mais pas désolé. Je reconnus l'expression, ce n'était pas la mort, mais ce n'était pas non plus la victoire. Nous avons réussi à le stabiliser, dit-il en se frottant les yeux fatigués. Mais il a subi des lésions cérébrales importantes à cause du manque d'oxygénation. Il est encore trop tôt pour dire l'étendue, mais il pourrait ne plus jamais être le même. Va-t-il se réveiller? Probablement. Mais quant aux fonctions cognitives, au mouvement, à la parole, nous ne pouvons rien garantir pour l'instant. Je traitais l'information lentement. Mon père, l'homme qui s'était toujours enorgueilli de son esprit vif, qui manipulait les gens comme des pièces d'échecs, pourrait se réveiller sans pouvoir parler, penser ou bouger.
Une punition poétique, peut-être. Ou simplement, la cruauté du hasard. Il y avait quelque chose d'étrange dans ces analyses, poursuivit le médecin m'observant attentivement. La quantité d'atropine dans son sang a augmenté ces dernières heures, comme s'il y avait eu une deuxième dose. Je sentis mon corps se glacer. Que suggérez-vous, docteur? Je ne suggère rien, répondit-il, choisissant ses mots avec soin. Mais la police voudra enquêter. Un empoisonnement à l'atropine suivi d'une complication suspecte, ça soulève des questions. Je comprends, répondis-je, gardant un visage neutre. Je ferai le nécessaire pour aider à l'enquête. Il hocha la tête, pas entièrement convaincu de ma sincérité. Il est en soins intensifs. Vous pouvez le voir si vous voulez. Je suivis le même couloir que la veille, chaque pas résonnant sur le carrelage blanc. Les soins intensifs étaient un monde à part, lumière douce, bip constant des machines, chuchotements professionnels. Mon père était connecté à encore plus d'appareils maintenant. Un respirateur soulevait sa poitrine à un rythme artificiel. Des moniteurs enregistrèrent les signes fragiles de vie. Je m'approchai du lit, observant l'homme qui m'avait un jour semblé invincible. Maintenant réduit à des tubes et des fils, vulnérable comme je n'aurais jamais cru possible. Je pourrais te laisser mourir, murmurai-je, assez bas pour que lui seul puisse entendre s'il entendait. Personne ne se poserait de questions. Un homme empoisonné, déjà affaibli, souffrant de complications. Ça arrive tous les jours. Sa poitrine continuait de monter et descendre au rythme imposé par la machine. Aucun signe qu'il m'écoutait. Tu as essayé de me tuer, continuai-je. Tu m'as volé. Tu as menti. Tu as peut-être tué maman. Pourquoi? Pour garder le contrôle? Pour ne pas te sentir diminué par ton propre fils? Une infirmière passa, vérifia les moniteurs, ajusta quelque chose et sortit sans un mot. Je me retrouvais seul avec l'homme qui n'était mon père que par accident biologique, non par mérite ou amour. Je pris mon portable et ouvris les messages de Julie. Je lus ce qu'elle avait découvert sur l'intrusion des serveurs. Comme nous le soupçonnions, ce n'était pas de l'espionnage industriel. C'était une attaque ciblée, recherchant des informations spécifiques. Adresse IP, horaire, tout indiquait quelqu'un qui connaissait nos habitudes. Quelqu'un de proche. Je connectais la clé USB à mon portable à l'aide d'un adaptateur. J'envoyais certains des documents les plus compromettants à Julie, avec des instructions claires. Garder en sécurité, ne pas agir avant mon commandement. Une police d'assurance, pour ainsi dire. Une voix interrompit mes pensées. « Monsieur, Marchand ?» Je me retournai. Un homme d'âge mûr, costume discret, posture formelle. Pas besoin de l'insigne pour savoir que c'était un policier. Je suis le commissaire Martin, de la police judiciaire. Pouvons-nous parler un instant? Je rangeai mon portable dans ma poche. Bien sûr. Nous sortîmes des soins intensifs et il me conduisit à une petite salle de réunion. En chemin, je remarquai un autre homme en costume qui nous observait. Son partenaire, probablement. « Nous enquêtons sur ce qui est arrivé à votre père », commença-t-il après que nous nous soyons assis. L'hôpital a signalé un cas suspect d'empoisonnement, suivi d'une possible deuxième tentative. Je gardais une expression neutre. Mon père et moi buvions dans mon appartement. Il s'est senti mal soudainement. J'ai appelé le SAMU immédiatement. « Vous aviez une bonne relation ?» Je faillis rire. Nous avions nos hauts et nos bas, comme dans toutes les familles. Je vois. Il consulta quelques notes. Il semble que votre père ait perdu une fortune considérable ces dernières années. Et que vous, d'un autre côté, ayez bâti une entreprise très prospère. Technovision, oui. Il avait des parts dans l'entreprise? Non, je l'ai construite seule. Le commissaire m'observa longuement, comme s'il s'attendait à ce que je craque sous son regard. J'avais affronté des investisseurs bien plus intimidants. Quelqu'un aurait-il des raisons de vouloir la mort de votre père, monsieur Marchand? La question flotta entre nous. Tant de réponses possibles, tant de chemins à suivre. Je pourrais tout raconter. Les vols, les mensonges, la tentative de m'empoisonner. Les documents sur la clé USB confirmeraient dès mon histoire. Mon père serait arrêté s'il survivait. Sa réputation détruite, mais la mienne. Les preuves qu'il avait fabriquées contre moi referaient surface. Technovision ferait face à un examen minutieux à des enquêtes.
Des années de travail pourraient s'effondrer par association. Ou je pourrais me taire. Laisser le mystère de l'empoisonnement non résolu. Mon père, s'il survivait, serait handicapé, incapable de me nuire. Je garderais mon entreprise, ma vie. Et je porterais le poids de ce secret pour toujours. Je regardais le commissaire, son expression patiente, professionnelle. Il attendait ma réponse, stylo prêt à noter le moindre indice. Mon père était un homme compliqué, commençai-je, choisissant chaque mot avec soin. Il s'est fait beaucoup d'ennemis au fil des ans, et quelques amis dangereux aussi. Des noms, j'hésitais. Un nom en particulier me vint à l'esprit. Antoine Fournier, ancien associé de mon père, qui avait tout perdu lors de la faillite de l'entreprise pharmaceutique. Les rumeurs disaient qu'il avait juré de se venger. C'était une fausse piste. Mais convaincante, suffisante pour détourner l'attention pendant que je déciderais quoi faire à long terme. Vous devriez peut-être parler à Antoine Fournier, suggérai-je. Ils ont eu de graves désaccords par le passé. Le commissaire nota le nom. Nous enquêterons sur toutes les possibilités, monsieur Marchand, y compris, il me regarda droit dans les yeux, la possibilité d'un accident ou d'un auto-empoisonnement. Auto-empoisonnement? Votre père avait de sérieux problèmes financiers. La dépression ne serait pas rare dans ces circonstances. La porte de sortie qu'il m'offrait était tentante. Une explication propre. Pas de coupable, juste une tragédie familiale. Personne n'aurait besoin de connaître la sale vérité qui se cachait derrière la surface. Je veux juste que vous découvriez ce qui s'est réellement passé, répondis-je, gardant ma voix ferme. Il hocha la tête, satisfait de ma coopération, apparente. Nous échangeâmes encore quelques mots, des informations de contact. Quand il partit, je restai seul dans la petite salle, le poids du choix que je devais faire, m'écrasant comme une avalanche au ralenti. Mon portable vibra de nouveau. Julie avait répondu « Fichier reçu ». Mon Dieu, Adrien, c'est grave. Qu'est-ce que tu vas faire? Bonne question. Qu'est-ce que j'allais faire? Le laisser mourir? Le livrer à la justice? Tout enterrer et passer à autre chose? Je sortis de la salle et retournai aux soins intensifs. Mon père était toujours immobile, entre la vie et la mort. Un médecin vérifiait ses signes vitaux. Un changement? Demandai-je. Stable, pour l'instant, répondit-il. Les prochaines 24 heures seront cruciales. 24 heures. Le temps que j'avais pour décider quel homme je voulais être, quel héritage je voulais construire sur les ruines que mon père avait laissées. Il a survécu. De justesse. Il ne marchera plus jamais. Et sa parole est maintenant hachée, comme une vieille radio captant des signaux faibles. Je lui rends visite une fois par semaine dans la clinique de réadaptation près d'Annecy. Pas par amour, pas par pitié, mais parce qu'il y a encore quelque chose de non résolu entre nous, comme une porte entr'ouverte. 6 mois ont passé depuis cette nuit-là. L'affaire de l'empoisonnement a été classée après des enquêtes non concluantes. La police a suivi la piste d'Antoine Fournier pendant des semaines, mais sans preuves concrètes, ils ont fini par accepter la théorie de l'accident ou, comme le commissaire Martin l'a suggéré discrètement, de la tentative de suicide. Je les ai laissés penser ce qu'ils voulaient. La vérité est restée entre mon père et moi, et les documents que je conserve dans un coffre-fort numérique, accessible uniquement en cas de ma mort. Technovision a prospéré. Notre technologie de détection de fraude est désormais la norme sur le marché financier national, et nous commençons à nous étendre en Europe. Julie est devenue PDG, tandis que j'ai pris le poste de président du conseil d'administration. Je préfère l'ombre maintenant, loin des projecteurs que mon père craignait tant que j'occupe. « Bonjour, papa », dis-je en entrant dans la chambre, baigné par la lumière matinale des Alpes. La clinique est chère, très chère, mais j'ai les moyens de la payer. Ironique de voir comment l'argent qu'il a tant convoité finance maintenant son existence diminuée. Il est dans son fauteuil roulant, regardant par la fenêtre les jardins impeccables. Son corps, autrefois fort et imposant, semble maintenant emprunté à un homme beaucoup plus âgé. Il tourne lentement la tête en entendant ma voix. Ses yeux fonctionnent encore, ces mêmes yeux calculateurs. Parfois, je me demande si son esprit est également intact à l'intérieur, prisonnier d'un corps qui ne répond plus à ses ordres. « Adrien »
articule-t-il avec difficulté. Chaque syllabe est une bataille. Je m'assois dans le fauteuil, en face de lui, posant sur la table d'appoint le sac avec les raisins que j'ai apportés. Il a toujours aimé les raisins. Un rituel étrange que je maintiens, même en sachant qu'il peut à peine les mâcher maintenant. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demandai-je, plus par habitude que par réel intérêt. Il bouge la main droite, la seule qui obéit encore partiellement, dans un geste vague. Bien, mal, qui sait. Sa capacité de communication est limitée à quelques mots et gestes imprécis. Le docteur Laurent a dit que tu progressais avec l'orthophonie, commentai-je, en prenant un raisin et en l'épluchant méthodiquement. Il est plus facile de parler de banalité. Nous évitons les vrais sujets depuis des mois. Ses yeux me suivent tandis que je place le raisin pelé dans sa bouche. Il mâche lentement, avec difficulté. Une goutte de jus coule au coin de ses lèvres. Je l'essuie avec une serviette, ressentant un étrange mélange de répulsion et de devoir. L'entreprise va bien, continuai-je, comblant le silence. Nous venons de signer un contrat avec la Banque de France. Cette technologie que tu as essayé de voler, elle change tout le système financier du pays maintenant. Une lueur dans ses yeux. Colère? Fierté? Impossible à dire. Tu sais, pour quoi? Demande-t-il, chaque mot extrait avec un effort douloureux. Je le fixe un long moment. C'est la première fois qu'il tente d'avoir une vraie conversation depuis l'accident, depuis que j'ai choisi de ne pas le laisser mourir dans cette unité de soins intensifs. Pourquoi quoi? Pourquoi tu as essayé de me tuer? Pourquoi tu m'as volé? Pourquoi tu as possiblement tué ma mère? Ou pourquoi je suis ici, à m'occuper de toi après tout ça? Il ferme brièvement les yeux comme si ma rapide succession de questions était trop difficile à traiter. Quand il les rouvre, il y a une clarté troublante en eux. Pourquoi sauver moi? La question qui m'a hanté pendant 6 mois, enfin vocalisée. Pourquoi ne l'ai-je pas laissé mourir dans cet hôpital? Cela aurait été facile, juste même compte tenu de ses actions. Personne ne l'aurait jamais su. Je regarde par la fenêtre, les montagnes qui entourent Annecy. L'air est pur ici, différent de la pollution constante de Paris. Je respire profondément avant de répondre. Je ne sais pas, réponds-je honnêtement. Peut-être parce que je ne voulais pas devenir toi. Il hoche légèrement la tête, comme si la réponse avait un sens. Peut-être qu'elle en a un. Je regrette, dit-il, après un long silence. Quoi? D'avoir échoué à me tuer? Un mouvement de tête négatif, lent et laborieux. Tout. Je ne le crois pas. Pas entièrement. Gérard Lambert n'était pas un homme de regret. Seulement de calculs qui tournaient en mal. Pourtant, quelque chose dans ces mots hachés me touche. Peut-être que la proximité de la mort, ou d'une vie qui s'en distingue à peine, a apporté une certaine clarté. J'ai trouvé tes documents, révélai-je, observant sa réaction. Tous, le plan pour me détruire. Les registres des vols, tout, ses yeux s'écarquillant légèrement. Il ne s'y attendait pas. La police ne saura jamais, continuai-je. Personne ne saura. Cette histoire meurt avec nous. Il essaie de dire quelque chose, mais les mots ne viennent pas. Frustré, il frappe faiblement sur le bras de son fauteuil. « Repose-toi, papa », dis-je en me levant. « Je reviens la semaine prochaine. » Alors que je suis presque à la porte, sa voix m'atteint, étonnamment claire. Elle t'aimait beaucoup. Je m'arrête sans me retourner. Ma mère. Le fantôme qui plane entre nous. Je sais, réponds-je, la gorge soudainement serrée. Moi aussi, ajoute-t-il si bas que je l'entends à peine. Je sors sans répondre. Dans le couloir, une infirmière sourit gentiment. La même que d'habitude, Madame Colette, avec sa 50aine d'années et sa bonté naturelle. Il parle plus aujourd'hui, commente-t-elle. C'est bon signe? J'acquiesce, incapable d'expliquer la complexité de ce que « parler plus » signifie dans notre cas. Certains mots portent le poids de décennies. Sur le parking, dans la voiture, je vérifie mon portable. 3 appels manqués de Julie. Un message. Il faut qu'on parle de l'offre de rachat de l'entreprise.
La vie continue. Les affaires n'attendent pas les drames familiaux ou les règlements de comptes inachevés. Je retourne à Paris en voiture, descendant la montagne en silence. La route sinueuse me rappelle vaguement la trajectoire que j'ai parcourue ces derniers mois. Virages inattendus, précipices évités de justesse, une destination incertaine devant moi. Je ne bois plus, je ne trinque plus, je ne fais confiance à personne qui sourit en me tendant quelque chose. Mon succès a eu un prix, et je l'ai payé en peur. Je n'ai pas tué mon père, mais je ne l'ai pas sauvé complètement non plus. Quelque part entre ces extrêmes, j'ai trouvé la vérité. Et c'est peut-être le maximum que je puisse jamais obtenir. La semaine suivante, quand je retourne à la clinique, j'apporte d'autres raisins. C'est notre rituel maintenant, une étrange communion. Je les pèle méthodiquement, le nourris avec patience. Nous parlons du temps, des oiseaux qui visitent sa fenêtre. Jamais du passé, jamais de ce qui a failli arriver. Mais parfois, alors que je suis sur le point de partir, il me prend la main avec ses doigts faibles. Et dans ce bref contact, il y a une communication qui transcende les mots. Ce n'est pas le pardon, ni de sa part, ni de la mienne. C'est quelque chose de plus complexe. Une reconnaissance mutuelle que nous sommes, malgré tout, liés par le sang et l'histoire. Une acceptation réticente que, peu importe nos efforts, nous n'échappons jamais complètement aux ombres de nos pères. Et peut-être que c'est suffisant. Pas une réconciliation, mais une trêve. Pas de l'amour, mais une forme déformée de compréhension. Alors que je retourne à Paris, en passant par ce même virage sur la 13 où ma mère a perdu la vie, je pense à ce qu'elle dirait de tout ça. Sur l'homme que je suis devenu. Sur l'homme que je ne suis pas devenu. J'espère qu'elle comprendrait que j'ai choisi de ne pas suivre son chemin, même quand j'en ai eu l'occasion, que j'ai choisi la vie plutôt que la vengeance, non par noblesse, mais par instinct de survie. En fin de compte, c'est peut-être la seule vraie victoire que j'ai sur mon père. Je sais qui je suis, et je ne suis pas lui.